Bonsoir et bienvenue. Nous sommes heureux avec Sylvie de vous accueillir et d'échanger avec vous pendant 1 heure sur la thématique de la qualité de vie au travail. Merci à ManagerEduc de nous permettre, cette plateforme numérique dédiée aux managers des organisations scolaires, les chefs d'établissement, les directeurs, les inspecteurs. Merci à ManagerEduc de nous permettre d'aborder des thématiques très différentes en croisant nos regards respectifs. Donc, vous avez la possibilité, par l'intermédiaire du chat, de vous poser vos questions, de faire vos remarques. J'y serai attentive et je n'hésiterai pas à relayer. Donc aujourd'hui, vous êtes 129 à être inscrits, vous arrivez petit à petit. Donc surtout, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou pour qu'on s'assure que tout se passe bien, que vous nous entendez bien. Surtout, n'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez des petits soucis de connexion. En coulisses, on a notre cher Guénolé qui répondra un petit peu à tous ces petits soucis. Voilà, donc je me présente. Donc je suis Lydia Di Geronimo, proviseure adjointe dans un lycée polyvalent de l'Académie de Lille et plus précisément sur la partie du lycée professionnel. Donc un lycée qui accueille 1600 élèves sur l'ensemble de l'établissement et sur la partie professionnelle 650 élèves. Avant d'être proviseure adjointe, j'étais conseillère principale d'éducation. Donc j'ai commencé ma carrière en lycée professionnel. J'ai ensuite poursuivi ma carrière en collège REP+, et je l'ai terminée donc en lycée polyvalent. Donc j'ai passé 16 ans en tant que CPE. Durant ces années, j'ai également été formatrice de bassin sur différents sujets tels que le harcèlement scolaire, le bien-être et la sécurité des élèves dans l'établissement. Avant d'être CPE, avant de rentrer donc dans l'éducation nationale, j'ai été formatrice d'adultes avec donc une formation axée non seulement sur comment construire une unité pédagogique, mais aussi et surtout comment appréhender un public fragilisé par la vie et avec lequel donc il fallait plutôt avoir une approche basée sur la communication non violente. Donc voilà pour ma présentation. Donc je suis accompagnée pour ce webinaire de Sylvie Trancy-Chomard, experte en QVT, mais pas que. Donc je remercie Sylvie pour sa présence et lui cède la parole. Merci Lydia, bonjour. Donc je m'appelle Sylvie Trancy-Chomard, je suis coach professionnel et relaxologue. Après 30 ans, un peu plus de 30 ans même, comme ex-directrice export dans l'industrie cosmétique, donc manager d'équipe en France et à l'international. Et j'ai fondé le cabinet C-Level pour aider les managers, les dirigeants et les jeunes à évoluer à la fois en individuel ou en collectif. Et mes spécialités, ce sont d'aider à se libérer en fait de la surcharge mentale et du stress, notamment pour prévenir le burn-out, et puis également favoriser les relations interpersonnelles et contribuer à la qualité de vie au travail, notamment pour prévenir les risques psychosociaux et les démissions dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et j'interviens auprès des particuliers, dans les entreprises, dans les établissements scolaires ou les collectivités, sous différents formats, en formation, en coaching, coaching d'équipe ou en relaxologie, une approche un peu plus pluridisciplinaire et psychosensorielle, mais pas que non plus. En tout cas, je suis ravie d'avoir été invitée à vous rejoindre et à co-animer ce webinaire et d'être avec vous aujourd'hui. Du coup, je pense qu'on peut démarrer. Lydia, tu es OK? Oui, Ouais. bien sûr. Donc, en intro à ce webinaire, Oui. moi, j'aimerais te donner une petite définition en fait de la QVT, parce qu'on en parle de cette qualité de vie au travail, mais sans forcément savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, simplement de dire que ce sont à la fois des actions et un état d'esprit, en fait. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses, pour concilier à la fois les conditions de travail et la performance. Et à l'intérieur, ça englobe à la fois les conditions matérielles et les conditions psychologiques. Et c'est sur cette partie-là notamment qu'on peut souvent agir en tant que chef d'établissement ou chef d'entreprise. Depuis 2020, donc assez récemment en France, il y a une définition qui a été donnée par l'ANI, donc ces accords interprofessionnels. Et donc là, je vais lire comme ils le mettent. Ils mettent que c'est le sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement. Et donc, ça englobe pas mal de choses comme les conditions de travail, donc notamment les locaux, la sécurité, le bruit, la lumière, les postes de travail, l'environnement,
donc l'ambiance, l'entraide, les échanges, l'écoute, la participation aux décisions, par exemple, la notion de collectif quelque part, les relations de travail, que ce soit au niveau managérial, mais également la bonne humeur, la bienveillance, la liberté d'expression. Ça englobe également l'équilibre pro-perso, donc vie professionnelle, vie personnelle, l'accès à la mobilité et l'accès à la formation et la possibilité de se développer. Également, ça englobe la reconnaissance que l'on peut avoir de ses pairs ou d'autres, et également le climat social. Donc c'est tout ça la QVT en fait. Et l'objectif en fait de travailler sur la QVT, c'est évidemment de réduire les risques psychosociaux, de réduire dans un premier temps déjà l'absentéisme, les burn-out, de diminuer également les tensions, les conflits, diminuer le stress, les doutes, les incertitudes, et tout ça pour permettre de gagner en motivation, de gagner aussi en attractivité, de favoriser l'envie, de fidéliser aussi les talents qu'on peut avoir à l'intérieur de son établissement, et puis évidemment productivité et performance, parce que si les gens vont bien, forcément la productivité suit, et la satisfaction, et globalement on associe la QVT en fait au bien-être, au sourire et à la santé mentale et physique qui sont ménagées. Donc voilà. Donc ça c'était pour une petite définition de la QVT. Lydia, peut-être tu veux intervenir à ce propos? Alors, alors, il y a une petite question que je te propose de prendre dans le chat pour y répondre, parce que les questions sinon vont s'accumuler, et puis c'est Ouais, un peu frustrant quand allez. les personnes posent des questions, elles n'auront peut-être pas la réponse. Ouais. Donc, un participant, on peut se sentir bien donc dans un environnement toxique. Pas forcément. On peut donc se sentir bien dans un environnement toxique. Alors, on peut, mais normalement non, parce que quelque part, la QVT, elle est, si ce n'est parfaite, à minima très bonne, si toutes les cases dont j'ai parlé tout à l'heure sont cochées. Donc, un environnement toxique n'est pas forcément un environnement dans lequel on va se sentir bien. Alors, je ne sais pas si la personne veut D'accord. Alors moi, éventuellement. je vais oui, bah, je propose à la personne de préciser peut-être dans le chat Ouais, si cela fait écho à autre chose, ou peut-être un exemple concret pour qu'on comprenne mieux. ouais, Moi, ce que je voulais préciser, Sylvie, par rapport à ce que tu voulais dire, donc on a une définition qui effectivement date de 2020. C'est ouais, aussi quand même la QVT un enjeu hyper important. Et d'ailleurs, les académies s'emparent de cette thématique. À titre d'exemple, dans l'académie de Lille, Madame la rectrice, dans son projet académique 2022-2025, consacre justement une partie de son axe 2. Donc l'axe 2, c'est l'excellence inclusive pour les personnels. Et donc elle fait un focus sur la qualité de vie au travail des personnels. ouais. Donc c'est vrai que c'est quand même une thématique qui revient beaucoup. On s'intéresse beaucoup à cette thématique. Et puis moi, je m'y suis. Alors, comme je l'ai dit dans ma présentation, en tant que CPE, déjà, j'étais très animée par cette thématique pour mes élèves. Et puis aussi pour mon équipe vie scolaire, puisque quand on est CPE, on a un service vie scolaire qu'on doit coacher aussi un petit peu. Et donc quand j'ai pris mes fonctions en fait en tant que personnel de direction adjointe, je me suis vite rendu compte qu'on pouvait très rapidement être submergé par les tâches et les missions. Et j'ai trouvé hyper important déjà de bien connaître mes missions en tant que personnel de direction, pour les mener correctement et à terme. Et puis aussi, j'ai très vite compris aussi qu'il était hyper important de connaître les missions des personnes avec lesquelles on travaille. Parce que sinon, on pourrait très vite se laisser déborder par des demandes successives qui s'accumulent. Et alors après, je ne sais pas si les collègues seront d'accord avec moi, mais souvent, ce que je remarque, c'est que lorsqu'on accepte une tâche ou une mission une fois,
dans l'imaginaire collectif, cette mission nous revient systématiquement chaque année, en fait. Si on a organisé quelque chose parce qu'on l'a fait pour quelqu'un ou à la place d'eux, dans l'imaginaire, c'est bon, bah maintenant c'est toujours Lydia qui va le faire puisqu'elle l'a fait l'année dernière. Donc voilà, ça devient un peu quelque chose d'acquis et là-dessus, je pense qu'il faut avoir une vigilance pour ne pas alourdir notre charge mentale. En entreprise, c'est la même chose. Moi, je ne connais pas le monde de l'établissement scolaire en tant que membre de l'éducation nationale, mais en entreprise, c'est exactement pareil. Et diminuer la surcharge mentale, c'est vrai finalement partout. À noter que la surcharge mentale, donc là pareil, j'ai des chiffres, la surcharge mentale, c'est le premier problème de santé qui mène d'ailleurs au burn-out quand on a été un peu trop loin. Il y a une étude de OpinionWays qui a fait un comparatif entre 2021 et 2022. En 2021, 2 millions de Français déclarés en burn-out et en 2022, 2,5 millions de Français en burn-out officiel. Et donc en 2021, je n'ai pas le chiffre en 2022, c'était 44% des salariés qui se disaient en détresse psychologique. Donc, au-delà de la surcharge mentale, le problème numéro 2, c'est le stress et l'anxiété, qui est l'étape préliminaire, on va dire. Le problème numéro 3, c'est le sentiment de non-utilité. Et le problème numéro 4, l'équilibre pro-perso. Et tout ça, quelque part, c'est des composantes aussi de la QVT. Voilà. Et il y a également l'OMS en 2022 qui, alors là, pas seulement au niveau français, mais plus au niveau mondial, plus 25% des pathologies comme dépression et anxiété. Et 4 employés alors là en France pour le coup, 4 employés sur 5 ont déclaré une forme d'absence liée au stress. Donc soit une absence pour maladie, soit une absence temporaire où la personne elle n'arrive plus à travailler dans la journée. Et ce sujet de surcharge mentale en fait me fait penser à quelque chose, une notion moi que j'ai vue en entreprise côté managérial, la notion du manager poubelle. Ce que tu disais tout à l'heure, où effectivement on récupère une tâche puis ça devient un acquis. Le manager poubelle, en fait, c'est celui qui récupère les problèmes de ses collaborateurs, qui arrivent avec le problème sans avoir forcément même réfléchi à une solution. Et puis, du coup, on se dit, bon, ça va aller plus vite si je m'en occupe, je vais traiter, on prend. Et effectivement, on prend. Et à un moment, si je reprends l'image de la poubelle, la poubelle, elle déborde parce que tout un chacun, on a une tête, on a 2 bras et on n'a que 24 heures dans la journée. Et il faut aussi à un moment se reposer. Donc en fait, la solution qui est mise en place, et moi que j'avais mise en place en tant que manager, c'était le QPV, c'est-à-dire que proposez-vous ou que proposes-tu si on tutoie la personne. Et en fait, c'est une solution qui permet de dire à la personne, ok, je prends ton problème, qu'est-ce que tu proposes, à quoi tu as pensé. Alors, il y a finalement deux objectifs là-dedans et 2 choses positives qui sont, du coup, on risque de se dégager du temps et de la surcharge mentale parce que la personne va probablement proposer des solutions, voire même se rendre compte que finalement, elle peut résoudre le problème toute seule. Et la deuxième chose, c'est qu'on valorise aussi notre collaborateur qui se sent impliqué en fait dans une décision. Donc voilà, donc c'est une petite astuce. Je ne sais pas si vous y avez recours en général dans les établissements scolaires, mais c'est pas mal. Alors, sans connaître le QPV, que proposez-vous, ça me rappelle quand même le souvenir d'une enseignante qui était venue me voir lorsque nous étions en période d'hybridation avec la Covid. Donc, elle avait mis en place un cours en visio. Et donc, elle vient me voir vraiment perdue et elle me dit j'arrive pas à les faire participer en visio, c'est impossible. Bon, voilà, une enseignante qui a de la bouteille, qui est pourtant qui a de l'expérience et qui était un peu déstabilisée. Alors parce qu'on sait aussi que la Covid nous a amené à travailler différemment et à, de du manière coup, un peu à avoir brutale. une capacité d'adaptation. Et là, elle se... Pardon ? Je disais, et de manière un peu brutale, en fait. J'ai pas compris ce que tu...
Voilà, c'est ça. Et donc là, donc c'est vrai qu'une bon, voilà, une enseignante qui avait de l'expérience, mais malgré tout qui n'était pas préparée forcément à subir ce nouveau mode d'enseignement. Et donc elle vient me voir. Et puis je pense qu'elle attendait clairement une solution de moi en fait. Elle attendait que je distribue un petit peu une solution magique, que je sorte ma baguette magique. Et donc moi je lui dis, écoutez, j'entame le dialogue avec elle sous la forme d'un entretien semi-directif. Parce que c'est quand même une méthode pour permettre aux personnes d'imaginer des hypothèses de travail. Et donc, elle est repartie de mon bureau. Et puis, bon, elle m'a dit, je vais réfléchir à tout ça, je vais essayer de trouver une solution. Et puis, elle est revenue me voir par la suite, satisfaite, parce que justement, elle avait trouvé sa solution. En tout cas, elle était fière aussi d'avoir trouvé sa propre solution. Et donc là, j'y ai vu deux enjeux. Le premier, c'est que chacun a ses propres ressources et que il faut aussi amener les gens à les rassurer et à se dire mais vous avez les ressources, vous avez même la solution. Juste faites le petit pas de côté, mettez-vous un petit peu en retrait, réfléchissez un petit peu à ce qui s'est passé, parce que sinon la solution toute faite c'était de venir me voir moi. Et tout à l'heure quand tu as parlé de manager poubelle, du coup comme on en avait déjà un petit peu discuté ensemble, je suis allée voir, j'ai fait un peu mes recherches là-dessus. Et effectivement, le manager poubelle, il sait pas dire non. Le manager poubelle, il veut se sentir utile aussi. Et du coup, il accepte toutes les tâches qu'on va lui donner parce que pour ces raisons-là. Alors il y a une troisième raison que j'ai oublié, mais en tout cas les deux premières Ouais. m'avait bien interpellée. C'est vrai, de ne pas savoir dire non, ça c'est un problème parce que on est tellement submergé de travail. Et puis en fait, les personnes avec lesquelles on travaille au quotidien viennent nous voir en espérant tout le temps avoir une idée de notre part. Alors moi, je suis davantage à permettre aux gens de s'interroger. Alors tout ça se fait dans le dialogue. Je suis pas justement le manager huître, parce que j'ai vu que le contraire de manager poubelle, c'était le manager huître qui du coup lui se refermait sur lui-même et ne voulait pas communiquer, parce que voilà, il voudrait surtout pas qu'on lui donne une tâche supplémentaire. Et donc voilà, faut savoir trouver quand même ce juste milieu. Et puis le deuxième enjeu aussi, c'est d'être considéré comme un sauveur. Et qui viendrait ici, là, pour l'exemple de l'enseignante, si je lui avais donné la solution, parce que j'aurais pu lui donner une solution, je venais un peu comme un sauveur. Et donc là, et je viens répondre à un problème, le problème de la victime en fait. Et donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai appris lorsque j'étais formatrice d'adultes aussi sur les relations interpersonnelles. Et donc c'est ce qui rejoint le triangle de Karpman en fait. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous y intéresser un petit peu parce que c'est vraiment très éclairant sur les relations interpersonnelles. Ouais, Et je pense effectivement. que là-dessus, tu Ouais. voulais ajouter quelque Oui, chose parce que aussi. le triangle de Karpman, c'est effectivement c'est quelque chose de très classique. On appelle ça aussi le triangle dramatique. En fait, c'est le nœud de toute communication un peu compliquée, et on considère que c'est un jeu psychologique inconscient en fait, dans lequel on peut tomber rapidement. Et c'est l'un des basiques de l'analyse transactionnelle. Donc vraiment, là, on est dans la relation, la communication, et connaître le triangle dramatique, ça permet de pas tomber dedans. Donc effectivement, tu invites les gens à les regarder un petit peu. C'est vrai que c'est pas mal parce que ça contribue vraiment à la QVT. Puisque effectivement, si on n'est pas ni sauveur, ni persécuteur, ni victime, eh bien, du coup, on va être bien. Et les gens autour de nous vont l'être fort probablement. Le sauveur, effectivement, c'est celui qui propose son aide sans avoir été même appelé, sollicité. Il pense avoir quelque part le pouvoir de rendre les gens heureux et d'avoir des solutions. Le persécuteur, on comprendra bien au travers du nom qu'on lui donne, c'est celui qui pense qu'il détient la vérité, il sait tout, il connaît tout, il a raison, et il a le pouvoir en plus de diriger, et parfois même certains, un petit côté un peu méchant, entre guillemets, qui aime en fait. Et puis la victime, qui est en fait celui qui mène le jeu, c'est celui qui soit attend la solution miracle des autres, notamment du sauveur, soit qui se sent persécuté, où tout est de sa faute,
ou des autres, ou du système, ou ainsi de suite. Et en fait, pour ne pas rentrer dans ce triangle, il y a une des parades, alors je vais encore parler avec des lettres, hein, je suis désolée, mais c'est de recourir à la CNV, donc la fameuse communication non violente, et de pratiquer ce qu'on appelle l'OSBD. Donc l'OSBD, c'est j'observe. Observer en restant factuel. On observe le problème, le sujet et potentiellement de conflit. 2, le S, c'est sentiment. On exprime ce que l'on ressent. Donc la personne qui est en face ne peut pas critiquer ça, on n'est pas en train de lui faire un reproche, on observe factuellement ce qui ne va pas, on exprime que ça nous met, je ne sais pas, en colère, en tristesse, enfin, peu importe. Ensuite, B, on exprime son besoin, on exprime ce qu'on attend, ce qui est important pour nous. Et D, derrière, on demande à construire une solution ensemble. Et en fait, de pratiquer l'OSBD, c'est absolument pas naturel. Mais si on s'y entraîne un petit peu, ça facilite grandement les relations interpersonnelles et du coup, ça contribue à la QVT. J'invite, alors Guénolé en backup là, va peut-être vous mettre le lien de la vidéo. Il y a une vidéo sur le langage girafe versus le langage chacal qui dure 6 minutes 40, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est extraordinaire et qui va vous expliquer justement comment on peut faire la différence entre justement une manière un peu agressive de parler aux gens, mais sans s'en rendre compte, parce que c'est notre naturel humain, et comment, au contraire, on peut prendre le langage girafe, qui est prendre de la hauteur et justement pratiquer cette OSBT. Et du coup, avec cette communication non violente, on va avoir de l'empathie, on va se mettre à la place de l'autre, on va exprimer ses besoins, on va favoriser la communication. Et favoriser la communication, c'est clairement vraiment un des leviers en fait pour améliorer la QVT sur le lieu de travail. Ça, c'est indéniable. Alors, c'est vrai que le langage chacal et girafe, alors moi je l'ai découvert lorsque j'ai passé ce diplôme de formatrice d'adultes, parce que vraiment on avait un gros morceau sur la communication non violente. Et donc j'étais pas encore maman à ce moment-là, donc je suis devenue maman et j'ai donc un peu, alors c'est la petite parenthèse personnelle, mais c'est vrai que j'ai un peu du coup élevé mes enfants avec ces outils-là. Et un jour, ma sœur me dit, mais je trouve que tu es trop à l'écoute, etc. Parce que c'est vrai que en fait, j'écoutais mes enfants, mais j'écoutais ce qu'ils avaient à me dire. Elle était là la différence. Et puis, un jour, je reçois un message de ma sœur et qui me dit, ça y est, je sais ce que tu es une girafe. Et en fait, j'ai compris qu'elle était partie en formation dans le cadre de son travail et qu'elle avait découvert le langage girafe et chacal. Et donc voilà, c'est la petite parenthèse parce qu'on pourrait croire que c'est vrai, qu'on pourrait croire qu'on est à l'écoute et qu'on est peut-être trop à l'écoute, alors qu'en fait, il est hyper important d'être à l'écoute pour connaître aussi les craintes aussi des personnes qu'on a en face de soi, pour pouvoir aussi les rassurer et puis expliquer. Tout à l'heure, on parlait de savoir dire non. On peut dire non quand il est argumenté et que c'est pas juste un non parce que on n'a pas envie. Et voilà, enfin, un non argumenté, c'est un non qui se comprend et qui fait grandir. Et donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse par rapport au clairement, langage girafe. le langage girafe, c'est effectivement écouter les autres, mais surtout se faire écouter de l'autre et de pouvoir exprimer son ressenti. Et ça, son ressenti, les gens ne peuvent pas dire « Ah ben non, t'as tort ». Non, mon ressenti, c'est mon ressenti, point. Et donc ça, c'est inattaquable. Et le fait de parler de factuel, les faits, ils sont là, ils sont... voilà, tu parles d'un enfant, par exemple, qui laisse sa chambre en désordre. Factuellement, en langage chacal, on va lui dire « mais c'est pas possible, t'as ton pantalon au milieu de la table, t'as ton truc qui est là, t'as ton machin, et ainsi de suite ». Et là, on est en langage chacal. Si par contre on dit « ah, je rentre dans la chambre, je vois, le pantalon est par terre, l'ordi est comme ci, le machin est autre », l'enfant ne peut pas dire non. En fait, voilà, c'est un fait. Et donc, bon, là, on prend l'utilisation familiale, mais dans le cadre des relations de travail, travailler en communiquant de manière girafe, ça facilite grandement le ressenti, l'ambiance de travail, la relation interpersonnelle, et du coup, ça fait partie de la QVT, en fait.
Oui, oui, parce que ça amène aussi les personnes à s'exprimer, Ouais, oui, à faire part de leur ressenti et puis le nôtre aussi. Et Katie donc précise et connaître leurs besoins. Et oui, ça, c'est vrai que quand on n'est pas à l'écoute, de toute façon, on peut pas connaître les besoins et donc on peut être à côté de la plaque en fait, hein, parce qu'on complètement. a aussi nos biais cognitifs. Hein. Alors ça, on n'avait pas prévu d'en parler lors de ce webinaire, mais c'est vrai qu'on a aussi nos biais cognitifs qui déjà influent déjà notre mode de pensée et peut-être notre réaction vis-à-vis des personnes qui pourraient venir échanger avec nous. Mais de toute façon, la communication, je pense s'il y a quelque chose à donner en number one dans les relations interpersonnelles et dans la QVT, c'est la communication et la qualité de la communication. Au-delà de, Mmh. effectivement, les locaux, éviter les risques et autres. Hein, ça, c'est évident. Alors ensuite, je vais peut-être prendre, j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui sont passées, Ouais. donc avant de continuer, peut-on parler de stratégie de coping centrée sur les émotions? Personnellement, je ne sais pas ce que c'est, la Coping, non, stratégie de moi non coping. plus. Ah, je vois quelqu'un qui met, il y a le desk. Donc Oui, Stéphane, le desk, en fait, c'est exactement la même chose qu'OSBD, en fait. Hein. C'est juste, c'est des appellations différentes, mais c'est exactement la même pratique. d'accord. OK. Bon, bah alors Stéphane, Denis, si tu peux nous expliquer davantage ce qu'est le coping centré sur les émotions, parce qu'on ne connaît pas toutes les deux. C'est en lien avec l'intelligence émotionnelle. D'accord. OK. Ok. Bah justement, on va en parler un petit peu après de l'intelligence émotionnelle. Ouais. Mm, 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 mm. Donc, tout à l'heure, je disais, Sylvie, l'importance de connaître nos propres missions et les missions aussi de nos personnels, parce que quand on connaît le travail des personnes avec lesquelles on œuvre au quotidien, leur champ d'intervention, c'est aussi savoir reconnaître leurs compétences. Et ça, en tant que chef d'établissement et manager, on se doit de connaître les compétences un peu de nos collaborateurs en fait pour mieux travailler au quotidien. Et j'avais un petit exemple à ce sujet. Comme dans tout établissement, en fait, il existe une instance qui s'appelle le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement. Et donc, cette instance, elle vit ou elle vivote hein, selon les établissements. C'est une instance qui pourrait très vite se réduire à l'enregistrement d'actions faites en faveur des élèves. Et donc ça, c'est un peu, alors quand on est chef d'établissement et qu'on doit animer cette instance, on est toujours un petit peu ennuyé parce que, hormis dire, bon, bah, dans le cadre du parcours santé, on va faire telle action, etc. Alors, il y a 4 parcours différents. On peut vite être ennuyé par l'animation de cette instance qui est hyper importante hein, pourtant, mais parce qu'elle peut parfois se réduire juste à l'enregistrement des actions dans l'établissement. Donc en fait, ce que j'avais proposé dans l'établissement, c'était de faire un CESCE inter-établissement, donc entre notre établissement, le lycée et les collèges de secteur, et de permettre en fait aux professionnels de définir ensemble une thématique commune et que chacun ensuite agisse dans son établissement autour de cette thématique. Alors on avait nous choisi la relation fille-garçon parce qu'en plus c'est une thématique qui revenait beaucoup au niveau du territoire, parce qu'on est un territoire très touché quand même par les violences conjugales notamment. Et donc, on avait travaillé là-dessus l'année dernière. Et cette année, j'ai souhaité aller un peu plus loin en créant alors on s'est réunis et puis cette fois-ci, j'ai proposé en fait à ce que on a fait le tour de table et chaque professionnel a dit ben moi en dehors de mon travail, je suis aussi formé là-dessus et on a mis un petit peu sur la table les compétences des uns et des autres dans le cadre professionnel, mais pas que en fait. Hein, parfois des formations qu'on avait faites autrefois et dont on ne se sert plus maintenant et qui pourtant peuvent toujours être au service des élèves. Mhm. Et j'ai proposé en fait que ensemble, on se dise, bah, moi, je pourrais intervenir dans ton établissement sur telle thématique auprès des élèves, parce que dans nos établissements, on n'a pas toutes les ressources, mais elles existent de manière très proche de nous, en fait. Et donc, un assistant social qui était présent a trouvé l'idée de créer une équipe mobile de district. Donc, super. En plus, ça venait d'un des professionnels. Donc, on a tous adhéré forcément à cette proposition.
Et donc voilà, là, l'idée, c'est que chacun, en fait, selon ses compétences actuelles, mais aussi des formations qu'on a pu faire dans une autre vie, parce que parfois, on ne rentre pas forcément dans l'éducation nationale tout de suite. Et donc ça, c'était une façon pour moi et pour mes collègues aussi, de se dire, bon, on a des pépites dans l'établissement et avec lesquelles on travaille au quotidien et on peut aussi se partager les pépites et faire profiter un petit peu, parce que c'est toujours dans l'intérêt des élèves, en fait, hein, ce qu'on peut proposer. Donc voilà, toujours garder que ce qui nous réunit, c'est quand même l'élève qui est au cœur de nos interventions. Et donc on a proposé enfin voilà, on a proposé cette équipe mobile de district. Donc là, tout le travail est à faire, hein, parce que bon, voilà, on s'est réunis une première fois et on a décidé un peu des champs d'intervention dans lesquels on pouvait intervenir. Mais maintenant, il faut prévoir un agenda, etc. Mais en tout cas, là, c'était déjà une idée très intéressante pour permettre de faire connaître aussi et de donner cette reconnaissance à nos personnels. La notion de pépite dont tu parles, c'est une notion à laquelle, en tant que coach, on fait beaucoup référence, hein, en coaching, car effectivement, on a tous en fait des pépites en soi. Par contre, on ne le sait pas forcément et surtout, on ne les voit pas toujours. Et parfois, on ne les montre pas non plus. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses à révéler et justement, les accompagnements de coaching permettent de les révéler et ça concourt très directement en fait à la QVT aussi. Et ça me fait penser aussi à la notion de feedback. Un feedback, c'est anglais, mais j'arrive pas à trouver le terme en français. Mais le feedback à donner à ses collaborateurs. C'est-à-dire, le feedback négatif, on a tendance à le donner en général quand on n'est pas content. Voilà. En revanche, les feedbacks positifs, ils sont plus rares et pourtant, ils sont contributeurs de QVT parce que tout le monde a besoin de reconnaissance et la reconnaissance, d'être reconnu par ses pairs ou par sa hiérarchie, c'est quelque chose qui est très très important. Et même si c'est normal, en fait, il faut arriver à dire que c'est bien et de donner des feedbacks positifs. On parle depuis un moment pas mal de communication. Finalement de dire les choses, mais c'est vraiment un point important et ça permet aussi le lien interpersonnel et finalement communication QVT, c'est vraiment intimement lié et communiquer sur les choses qui sont bien faites, les choses qui nous plaisent, voilà. C'est quelque chose qu'il faut faire pour aussi contribuer à cet esprit de QVT parmi les organisations dans lesquelles on travaille en fait. Donc voilà. Sinon, ça me fait penser aussi, j'ai en cascade des idées qui me viennent, de dire que bon, la communication c'est une chose, c'est pas facile. On a vu le chacal versus la girafe qui n'est pas si facile que ça à faire, mais la communication c'est d'autant plus difficile en fait que chacun a ses filtres. Sa manière par rapport à son historique, par rapport à son tempérament, par rapport à sa façon de penser. Et je pense en particulier les profils de Ned Herman, qui sont en fait une manière assez caricaturale peut-être de mettre des gens un peu dans des cases, mais qui sont quand même très vrais. En fait, c'est le cerveau gauche, cerveau droit dominant, ou le limbique, ou le cortex. Et en fait, c'est hyper important de s'intéresser en fait à ce sujet-là, parce que schématiquement, je ne vais pas faire un cours dessus, mais on va dire il y a quatre profils. Il y a le prudent, l'empathique, le rationnel et le prospectif. Et ces quatre-là ont des manières de penser différentes, ont des besoins différents, et aussi des sources de stress différents. Ce qui veut donc dire que le prudent, il a besoin d'être rassuré. Donc si on lui propose, par exemple, d'entamer un changement, sans lui mentionner quelles vont être les choses qui ne vont pas changer, il va être en stress. Du coup, il va être en résistance. En revanche, si en face de soi, on a un rationnel qui, lui, a besoin d'avoir des tableaux Excel, des ratios, des notes ou autre, pareil, si on ne lui donne pas des choses bien synthétiques, ça ne va pas le faire. L'empathique, lui, il a besoin qu'on parle des gens, il a besoin qu'on parle de l'humain, en fait. Tout ça pour dire qu'en fait, quand on fait une communication pour qu'elle passe bien dans l'entreprise ou dans l'établissement scolaire, il faut s'attacher à faire attention à ce que ça puisse coïncider avec les attentes et les besoins
de chacun des profils, en fait. Je ne sais pas si je suis hyper claire dans ce que dans ce que je dis, mais Oui, c'est parce que du coup, ça crée du stress, ça crée de la résistance, du coup, ça crée une mauvaise ambiance, ça crée parfois des véritables traumatismes, même pour certains qui vont être en panique totale, qui vont arriver avec la boule au ventre. Du coup, ça va créer de l'agressivité. Enfin, bon, et après, c'est en cascade et c'est en chaîne, en fait. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire, attention, d'être bien ouvert, en fait, à tout ce qui peut exister, tous les profils, pour arriver à communiquer de manière plus large, en fait. Voilà. Ça Mmh. m'a fait penser à Et ce plein que de tu trucs. me dis, ça me fait penser. Ouais, et ce que tu dis justement, ça me fait penser, au disque. Alors le D Ouais. pour dominant, le I pour influent, le S pour stable et Oui, le C pour, consciencieux. Et oui, dans l'académie de Lille, alors si, parmi, nos participants, nous avons, des Lillois, on a, donc sur l'année en fait de stagiaire, quand on est stagiaire, on a une formation et donc il y a une partie, enfin une demi-journée consacrée justement, à l'outil du disque et cela nous permet, alors en effet, de nous connaître nous, de connaître aussi notre profil, même si on peut être un peu des quatre, mais on a quand même un profil dominant. Et puis oui, ça permet aussi de voir le profil, de connaître le profil de notre interlocuteur et du coup aussi d'adapter notre communication. Alors non pas exactement ça. pour forcément aller dans son sens et jouer la girouette, mais pour justement bien mieux expliquer les choses et puis mieux faire adhérer aussi parce que selon la façon dont on va présenter les choses, qu'on a affaire à un dominant ou un influent, on va s'y prendre Oui, différemment. Et nous, dans les établissements scolaires, quand on doit animer un conseil pédagogique, par exemple, ou alors moi, par exemple, dernièrement, j'ai animé une table ronde sur la réforme de la voie professionnelle qui s'annonce. Donc, bon, vous savez, dans les médias, c'est assez, enfin, c'est assez médiatisé de toute façon cette réforme de la voie pro, en sachant qu'on a, pour les lycées professionnels, on a déjà vécu la transformation de la voie pro en 2018. Donc là, on va vers une réforme de la voie pro. Et c'est vrai que sur 5 années, ça fait beaucoup en fait pour les personnels. Et donc, à nous, en fait, en tant que chef d'établissement, manager, de savoir aussi comment amener les choses pour ne pas être justement, comme tu disais Sylvie, dans la résistance, dans l'opposition, et parce qu'on sait que c'est difficile aussi pour les personnels. Donc, moi, j'avais par exemple consacré un temps d'échange que j'avais appelé la table ronde, en fait, donc pour la réforme de la voie pro. Et dans ma présentation, j'avais veillé justement à répondre à tous les profils que je pouvais avoir en face de moi, d'autant plus que je les connais, mes personnels maintenant. Donc, je savais un peu quel allait être le dominant dans l'assemblée, enfin voilà, l'influent qui allait peut-être lui justement sur lequel j'allais pouvoir m'appuyer. Et dans ma présentation, ne serait-ce que sur les diapos que j'avais proposés, je suis partie d'un cadre et de chiffres parce que le consciencieux va vouloir avoir besoin, il est très analytique, alors il va avoir besoin de savoir d'où on part, quels sont les faits, les chiffres, etc. Et puis après, dans ma façon d'amener les choses aussi, et puis pour rassurer les personnels, parce que une table ronde, c'est aussi discuter, échanger et connaître aussi les craintes des uns et des autres pour mieux accompagner. Alors ça aussi, il faut être capable de recevoir aussi les craintes et ne pas se braquer en se disant c'est pas de ma faute, on nous impose. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ouais. aussi dans la façon aussi de recevoir et du coup dans l'échange aussi, moi, j'ai beaucoup insisté quand même sur la marge d'autonomie qui est donnée à l'établissement et qu'il fallait s'en saisir. Et là, j'ai répondu plutôt au dominant qui va être très spontané, qui va avoir envie de faire des choses, qu'il va falloir peut-être même freiner parfois. Et là, j'ai proposé en fait que cet avenir de l'établissement, en fait, l'avenir proche avec la réforme de la voie pro, c'est de pouvoir se saisir de notre marge d'autonomie pour créer notre avenir en fait dans l'établissement. C'est-à-dire qu'à l'interne de l'établissement, nous aussi, et alors là, du coup, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Stéphane Denis, c'est que on s'appuie sur l'intelligence collective justement
parce qu'il faut qu'on travaille ensemble et, et ça, je veux dire, c'est pas un fake, entre guillemets, c'est vrai. Nous, on s'appuie là-dessus quand on dit qu'on a besoin de quand moi je dis au personnel, moi j'ai besoin de savoir ce que vous pensez parce que c'est ensemble qu'on va construire. Des fois, j'ai l'impression qu'ils se disent que c'est une arnaque, alors que non, pas du tout. Enfin, moi, je leur dis même, moi, je veux pas décider seule dans mon bureau. J'ai besoin de connaître vos difficultés, les leviers sur lesquels on peut s'appuyer, parce que je travaille avec des professionnels qui sont en plus dans l'établissement depuis plus longtemps que moi, donc ils connaissent en plus la richesse encore mieux que moi de l'établissement. Et donc voilà, c'est construire ensemble finalement l'avenir, malgré Surtout avec, quand une on est en réforme qu'on train nous impose. Et d'accompagner c'est là. un changement. C'est ça, se parler sincèrement, comme on l'évoquait tout à l'heure là, avec la communication non violente ou SBD ou tout ce que tu viens de mentionner. C'est hyper important d'accompagner le changement avec la communication. Et ça me fait penser aussi, on parlait de feedback tout à l'heure, et là de ce dont tu viens de parler, j'ai un outil que j'affectionne particulièrement pour justement faciliter la communication et aider les gens à s'exprimer et à fluidifier aussi les relations interpersonnelles, puis du coup renforcer aussi le collectif et la collaboration, c'est faire un 360 degrés. Alors je ne sais pas si certains des auditeurs en ont déjà fait, soit en étant eux-mêmes la personne qui était questionnée ou pas. En fait, le 360, c'est un questionnaire assez exhaustif sur les qualités, les points d'amélioration, les aptitudes managériales que l'on envoie à son entourage professionnel, et les réponses ensuite sont envoyées à un coach qui les restitue de manière totalement anonyme. Ce qui veut dire que donc les personnes qui sont questionnées forcément vont se sentir plus à l'aise de dire les choses de manière tout à fait vraie, quelque part, et ça permet de savoir ce que finalement on pense de nous, ou ce qu'on pense peut-être d'une situation, et ça permet de lever des non-dits en fait. Et ça peut permettre aussi de faire un 360 avec les autres de manière inversée. Et c'est un outil qui est très chouette, qui peut être mis en place assez facilement, il faut être accompagné pour ça, parce que c'est vrai que ça demande un travail, on va dire, pour toutes les données, enfin, tout le traitement des données, voilà, pardonnez-moi, le terme, je ne le trouvais plus, ça fonctionne pas mal. Et il y a quelque chose auquel je pense aussi par rapport au changement, et donc tu parlais de résistance, effectivement. En fait, l'humain est de nature assez résistant au changement. Et il y a un petit jeu qu'on fait parfois en entreprise ou dans d'autres lieux, qui est de se dire, on se met en face à face, on s'observe pendant 1 minute, 2 à 2, en binôme. OK. Ensuite, on demande aux 2 personnes de se tourner dos à dos et de dire « changez quelque chose sur vous ». Donc les personnes changent quelque chose sur elles. Retournez-vous de nouveau en face à face et essayez de voir ce que l'autre a changé. Donc, il y a toute l'attitude pour changer ce qu'on veut sur soi. 95% des gens enlèvent quelque chose. On va enlever ses lunettes, on va enlever une barrette, on va enlever le pull, et seulement 5% vont aller chercher un truc en plus à aller mettre sur eux. Ce qui veut dire que dans l'inconscient collectif, le changement, c'est perdre quelque chose, c'est enlever quelque chose. Voilà, tout simplement. Vous pourrez le tester, le faire même, je ne sais pas, avec des élèves peut-être, fort probablement. Mais donc, c'est normal quelque part qu'il y ait une résistance de base, parce que dans l'inconscient collectif, on considère que le changement va nous faire perdre quelque chose. D'où l'intérêt de rassurer sur ce qui ne va pas changer et sur ce qui va être mis en place pour accompagner au changement, par exemple. Et tout ça, toujours on parle de ça, hein, de communication, de changement et autres, tout ça, ça participe très très activement à créer un climat de qualité de vie au travail optimal en fait. Et se dire aussi que changer et modifier, c'est peut-être faire différemment sans rien retirer
finalement, parce que des fois on est dans des pratiques aussi, des pratiques d'habitude, et bon, avec le temps, on se renouvelle pas forcément, ou on se dit bon, ça fonctionne de cette façon-là, pourquoi je vais fonctionner différemment, sans se dire que bah, ça pourrait être encore mieux, mais effectivement la peur de changer quelque chose qui fonctionne en plus pour aller vers du mieux, on est un peu dans l'inconnu, donc c'est ça aussi qui peut être inquiétant et faire peur. Moi, je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport au feedback. Alors, il existe des leviers par rapport au bien-être au travail. Donc, Guénolé, si tu veux bien mettre le lien vers cette petite image concernant les 8 leviers. Et c'est vrai que le feedback en fait partie. Le feedback, parce que c'est une forme de reconnaissance. Souvent, c'est vrai, on va pas se le cacher. Quand on doit dire quelque chose, c'est bien souvent quelque chose pas parce que c'est toujours négatif, mais parce que on va se dire qu'on n'a pas le temps. On va se dire aussi que c'est les problèmes qui nous arrivent finalement. Les problèmes nous viennent à nous, donc forcément c'est un problème à gérer. Et ça, moi, c'est vrai que alors même quand j'étais CPE, parce que quand on est CPE, certains professionnels nous voient comme le surveillant général qui va venir sanctionner, punir, etc. Et déjà, à cette époque, j'avais un peu de mal avec cette image. Et j'ai pas changé, ma personnalité est toujours là. Et donc, je me disais, même avec ce nouveau statut, cette nouvelle fonction, je ne veux pas être amenée à rencontrer les personnels uniquement quand il va y avoir une réforme ou quand je vais devoir peut-être faire un entretien de recadrage parce que ça arrive, ou je n'ai pas envie de le faire uniquement quand connaître un personnel uniquement quand je me rends dans sa classe pour un PPCR. Donc le PPCR c'est un entretien de carrière en fait, hein, donc et c'est pas non plus tous les jours. Donc forcément, moi pour éviter en fait de connaître les personnels avec lesquels je travaille uniquement dans ces conditions-là, j'ai proposé donc cette année. Alors, j'appelle ça un dispositif, mais tout le monde le fait dans son établissement. La différence uniquement, c'est que moi, j'ai préféré le formaliser et le rendre visible, en fait. Je m'explique. Donc, ce dispositif, donc j'en parle dans la newsletter, hein, il s'appelle PEPA, donc professeur, élève, proviseur, adjointe. Ça peut être principal, adjointe, peu importe. Et en fait, l'idée, c'est que les enseignants et les élèves m'invitent dans leur classe. Et m'invitent dans leur classe. Alors, c'est simple à faire quand même en lycée professionnel parce que on a des ateliers, il y a de la pratique, on a un enseignement qui s'appelle le chef-d'œuvre, donc les élèves, en fait, sont en activité et avec l'enseignant, donc voilà, ils construisent un projet, etc. Et donc, j'ai proposé, en fait, ce dispositif pour plusieurs raisons. Alors, la raison essentielle, c'est que je voulais aller voir ce qui se passe aussi, je voulais être en relation avec les élèves, avec les enseignants, et pas seulement pour les élèves, un conseil de discipline ou une commission éducative, et les enseignants, comme je disais tout à l'heure, je ne veux pas rentrer dans la classe uniquement quand il y a un PPCR. Je sais que il y a quelques réticences par rapport à ça dans ma façon de faire, parce que rentrer dans une salle de classe, tous les enseignants forcément sont pas fans, mais c'est pour ça que moi je reste sur la base de l'invitation. Je vais jamais dans une classe si je ne suis pas invitée. Et donc voilà. Alors le deuxième enjeu en fait de ce dispositif, c'est que là, je suis au même titre que les élèves. Je viens et j'apprends, en fait, je découvre. Les élèves m'expliquent ce qu'ils sont en train de faire, leur activité. Donc, en fait, non seulement ils travaillent l'oral, mais en plus, ils se disent c'est la proviseure adjointe qui est dans notre classe. Donc, voilà, c'est pas quelque chose de grave. Au contraire, elle vient voir notre travail. Donc, ça met aussi en valeur les élèves et les personnels. Et puis aussi, ça me permet alors ça, je ne pensais pas que ça allait me permettre vraiment comment dire, de me rendre compte de cela. Mais par exemple, j'ai été invitée dans une classe. Alors c'était à la veille d'un départ en stage. La prof de commerce en fait avait fait une journée de l'élégance parce que les élèves allaient partir en stage dans un commerce. Et donc du coup, elle me propose de venir. Les élèves sont d'accord parce que il y a l'adhésion aussi de la classe. Ça c'est hyper important parce que il faut que je me sente aussi
invitée en fait, hein, donc s'il n'y a pas l'adhésion, ça manque quand même d'intérêt. Et puis donc j'ai participé en fait à la séance et je me suis rendu compte que l'enseignante était dans une classe qui était petite par rapport au nombre d'élèves qu'elle accueillait. Alors tout le monde était installé, il n'y avait pas de souci, il n'y avait personne ne restait debout, mais malgré tout, j'ai trouvé que la salle était petite. Et donc je lui ai dit, mais pourquoi vous restez dans cette salle? Elle me semble petite. Elle me dit, oh non, vous inquiétez pas, je vais pas vous embêter avec ça. Alors que moi, c'était pas du tout, enfin, elle m'ennuyait pas, au contraire, moi, ça m'a permis de m'apercevoir en fait que au niveau des conditions de travail, on pouvait faire mieux en fait. Et donc je lui ai attribué ensuite une salle beaucoup plus grande. La deuxième chose aussi, que ça m'a permis aussi de voir que, par exemple, en lycée général, alors on est en lycée professionnel, mais on a souvent des élèves qui basculent de seconde générale vers la première pro. Et donc, ils font un stage passerelle pendant la seconde et ils arrivent en première. Et donc, ces élèves ont loupé la classe de seconde pro. Et donc, les enseignants en atelier, particulièrement, doivent rattraper un petit peu une année que les élèves n'ont pas faite. Et donc, je me suis aperçue en étant invitée dans cette classe, en fait, que l'enseignant adaptait vraiment l'accueil de cet élève-là avec des TP bien précis. Il permettait aussi aux autres élèves de la classe qui étaient en première et qui avaient, eux, fait la classe de seconde, de tutorer ce jeune qui était arrivé. Et en fait, voilà, c'est une façon, même parce qu'on n'est pas dans la salle de classe pour voir tout ce qui se passe. Et là, ça, c'est une façon pour moi de me rendre compte de ce qui est fait. Et aussi, ce que j'aime faire, c'est faire connaître ce qui se passe dans les classes. Tout à l'heure, on parlait de pépites. Et ça, j'aime le faire aussi avec les enseignants et les élèves. C'est-à-dire que après, je suis assez réseaux sociaux, donc j'aime bien publier aussi ce qui est fait dans l'établissement. Et donc, les enseignants me disent, mais c'est chouette ce que vous avez fait. Enfin, voilà, on s'attendait pas à ce que notre projet soit sur les réseaux sociaux. Donc, enfin, voilà, ça, c'est la forme de reconnaissance aussi que j'essaye d'apporter au quotidien, parce qu'on ne va pas se le cacher, hein, je pense que les collègues seront d'accord, en termes de reconnaissance qu'on peut attribuer à nos personnels, on est quand même assez limité. On est contraint. Et donc, rien de tel que la reconnaissance, finalement, par des feedbacks positifs, quoi. Et comme je disais en introduction, la reconnaissance, elle fait vraiment partie, c'est un des piliers en fait de la QVT. Hein. Vous avez dit, c'est le sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement. Et parmi ça, il y a la reconnaissance. Voilà, tout simplement. Donc c'est un bel exemple en fait qui illustre ça, je trouve. Oui. Et tout à l'heure aussi, par rapport à, j'avais noté quelques chiffres aussi par rapport à la reconnaissance et pourquoi les personnels ne se sentent pas impliqués dans leur travail. Et pour 45% d'entre eux, en fait, c'était le manque de reconnaissance, et 32% d'entre eux, c'était le salaire insuffisant. Donc, comme quoi la reconnaissance se passe avant le salaire, quoi. Oui, c'est pour ça la notion de feedback. Alors, on a une petite. Même les feedbacks positifs, il faut vraiment pas hésiter à les passer, même un peu positif ou très positif, à le dire, parce que les personnes, ça les permet de se sentir bien, en fait. Je t'ai coupé la On a une parole. petite question, Sylvie, justement. Donc, non, t'inquiète pas. Quelles actions peut-on mener dans un EPLE pour faciliter la QVT? Du coup, je viens d'en citer un. Alors après, je le disais tout à l'heure, vous le faites certainement au quotidien, hein, d'aller rendre visite à un enseignant dans sa classe, etc. Moi, vraiment, j'ai voulu le formaliser et puis aussi par rapport à mon emploi du temps, c'est-à-dire que les enseignants savent que j'ai aussi un emploi du temps qui est assez chargé. Et quand je leur propose, quand ils me proposent de venir, je le bloque vraiment dans mon emploi du temps. Et c'est même, alors, toutes les semaines aussi, on fait un semainier en fait, hein, pour expliquer nos agendas avec ma collègue adjointe aussi. Et donc ça, je le fais apparaître, par exemple. Je mets un stampé pas avec tel enseignant et avec telle classe. Et De voilà, prévoir aussi, des temps c'est connu d'échange. de tous en fait. Voilà, des temps d'échange et effectivement, même le 360, si c'est pas fait de manière purement académique avec quelqu'un qui vient accompagner, et ben de le faire avec les gens en demandant, voilà, quels sont les besoins, quelles sont les attentes, quelles sont les frustrations, quelles sont les peurs, par exemple. Voilà, pour inviter vraiment à la communication et favoriser le bien-être à l'intérieur de soi, en fait, tout simplement.
et d'être à l'écoute. Alors je Et regarde la vraie si on écoute. a oui. Mmh. Oui, c'est ça, la Et vraie ne pas écoute hésiter. et du coup peut-être aussi Oui, je disais, ne pas hésiter oui, non, je aussi disais peut-être aussi à favoriser l'écoute de tout le monde, d'être attentif aussi aux autres et que chacun puisse être en train de se dire: «Tiens mince, il y en a un, on a l'impression qu'il va pas bien là». Et voilà, d'être mmh. vraiment à l'écoute des autres, et que ce soit pas simplement le chef d'établissement vis-à-vis de son personnel, mais le personnel aussi entre eux et d'avoir un devoir quelque part un peu du surveillance du bien-être de l'autre. Oui, alors Romain, dans le chat, nous dit: «Le plus compliqué, c'est de faire simple non, reconnaître l'autre, le saluer, le remercier, le valoriser». Bah, tu sais, Sylvie, c'est vrai que tu as pas parlé de l'exemple de ton merci, merci. Tu te souviens de Merci. cet exemple que Ah! tu m'avais donné, le merci, Ah quand oui, tu as oui, oui. communiqué? Ah oui, Heu, j'avais oublié. Oui, effectivement, moi, pendant des années, avec une de mes pairs, qui était aussi au comité de direction, on échangeait des mails parce que j'avais des infos à lui demander ou autre et je terminais toujours par un merci avec un point d'exclamation. Et en fait, c'était l'époque où nous n'avions pas encore toutes les émoticônes avec les petits smileys, enfin, des choses comme ça. Et donc, moi, mon merci, c'était un petit merci sympa avec on aurait imaginé qu'il y aurait un petit sourire, un petit clin d'œil ou autre. Sauf que ça n'existait pas, donc je faisais juste mon point d'exclamation. Et en fait, j'avais des rapports assez tendus avec cette personne-là et je ne comprenais pas jusqu'à ce qu'un jour, on ait eu une formation en management où elle, en fait, m'a dit, écoute, ton point d'exclamation sur les merci, arrête. Parce qu'elle, elle le prenait comme une agression. Elle prenait ça comme si j'avais dit merci de manière assez péremptoire. Et voilà, tout simplement, c'est un exemple, et à partir du moment où on en a parlé, les choses ont été beaucoup mieux. Un exemple qu'un simple point d'exclamation peut être compris d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, il faut questionner. Et il faut demander aux autres ce qu'ils pensent de notre communication, ce qu'ils pensent de notre manière, par exemple, de donner des consignes, de notre manière d'être, enfin voilà, tout simplement. Aller chercher l'info, aller chercher le feedback pour soi et en donner aussi aux autres. d'accord. Mais pas en mode chacal, hein, OK, pas en alors mode c'est vrai girafe. qu'on parle ouais. Là, on parle, c'est vrai, beaucoup de la QVT des personnels, mais aussi il y a la nôtre de qualité de Ah, vie au travail clairement. et donc enfin voilà et je pense qu'il faut pas oublier que, pour, tenir sur la durée, moi je compare souvent ce métier à un athlète en fait, hein, limite de haut niveau quoi, hein. Moi je lève le niveau. C'est vrai on est, on a quand même des amplitudes horaires qui sont assez, importantes. On a, beaucoup de tâches et de responsabilités qui nous reviennent et il faut pas, dans l'histoire s'oublier. Être disponible pour les personnels, c'est, avant tout nous se sentir bien, dans notre métier et pour se sentir bien dans notre métier, je pense qu'il faut aussi des temps de récupération, comme un athlète aussi, hein, l'entraînement enfin voilà, la récupération pour un athlète fait partie de l'entraînement et prendre le temps, des pauses. Alors après, ceux qui me connaissent vont peut-être se dire que je prends pas assez de pauses parce que parfois c'est le cas, mais je pense qu'on est, on se connaît nous-mêmes. En fait, l'idée aussi, c'est ce que je veux dire, c'est de se connaître soi-même et de connaître nos limites, les signes qui vont nous alerter sur un moment où on doit se dire là, il faut que je freine un petit peu, il faut que je lève le pied. Voilà. Alors après, on a chacun nos astuces. Hein. Je pense qu'on est aussi performant dans d'autres domaines. On a des qualités autres que professionnelles et il ne faut pas l'oublier. On a aussi nos familles, on a nos activités extra professionnelles. Alors personnellement pour moi c'est le sport, mais pour d'autres ça va être l'art, ça va être enfin voilà tout ce qui est créatif. Mais l'essentiel c'est de se dire qu'on n'est pas uniquement des professionnels et qu'on doit aussi nous se ressourcer pour être en tout cas être opérationnel sur notre ben, dans notre établissement quand on est amené à y être, quoi. Et là, j'ai envie de donner une petite astuce. Là, je prends ma casquette de relaxologue, où effectivement, moi, je travaille beaucoup avec les gens aussi Mmh. sur des astuces pratico-pratiques pour aider justement à se décharger de la surcharge mentale. La respiration. La respiration, en fait, elle nous accompagne dès le premier instant de notre vie, hein, quand on arrive au monde, et c'est notre dernier souffle. Hein. Voilà, elle accompagne chacune de nos actions, et en fait, elle peut aussi nous aider
à accompagner, à nous sentir mieux. Et quand on se sent à un moment dans la journée énervé, stressé, enfin peu importe, fermer les yeux, donc on peut se mettre dans un petit coin, hein, fermer les yeux pendant 1 minute et se concentrer sur sa respiration, tout simplement. C'est aussi bête que ça, mais ça fait un bien fou. Observez-le, faites-le, 1 minute, pas plus. Et vous observez l'air qui rentre par votre nez et puis vous regardez et vous verrez. Et ça, ça permet voilà, de faire une petite décharge. 1 minute. 1 minute dans la journée, on peut la trouver sans difficulté en fait. Et ça contribue à la qualité de vie aussi, effectivement, du dirigeant, du chef d'entreprise, du chef d'établissement, des managers de manière générale en fait. Et penser aussi au droit à la déconnexion. Alors le droit c'est une chose, mais le devoir quelque part de la déconnexion, de penser de temps en temps à mettre son téléphone ou son mail en pause, tout simplement pour déconnecter quelques heures notre mental en fait. Alors, pour répondre, il y a Geoffroy qui pose une question par rapport à l'instant PEPA, certainement. Les enseignants n'ont pas l'impression d'être inspectés quand vous venez dans leur classe. Ben non, parce qu'en fait, c'est à la demande, c'est l'enseignant qui m'invite. Donc, je pense que si l'enseignant m'invite, il est dans une autre dynamique, justement, et une autre réflexion que de se dire que je vais l'inspecter. Et aussi, ce que je peux dire aussi, c'est que ça me permet, quand il y a un PPCR, par exemple, ça me permet de bien connaître mes personnels et de dire, moi, je peux vous dire que, enfin voilà, en dehors de ce que vous allez voir dans la classe à un instant T, parce que c'est bien ça quand même un PPCR, hein, c'est un instant T quand même. Voilà, moi, ce que je peux vous dire de l'enseignant. J'ai pas besoin d'aller retracer son dossier administratif, parce que pour moi, ça reste un dossier administratif qui a été en plus construit par mes prédécesseurs, et tout le monde a le droit aussi à un changement de peut-être d'attitude, de dynamique de travail, et donc de connaître l'enseignant dans ses pratiques actuelles. Voilà, je préfère m'appuyer là-dessus en fait pour le retour que je peux faire à un inspecteur par exemple, plutôt que d'aller éplucher un dossier pour avoir des éléments, parce que forcément je peux pas connaître tous mes personnels. Donc enfin voilà, ça c'est aussi la petite astuce. Oui, Geoffroy, c'est effectivement ça, c'est l'enseignant en fait qui m'invite. Moi, je ne prends pas l'initiative d'aller dans les classes. C'est vraiment les enseignants qui m'invitent avec les élèves. Là, je vois des personnes qui parlent de la cohérence cardiaque. Effectivement, c'est top la cohérence cardiaque, mais ça demande un petit peu plus de temps parce que c'est censé se faire 5 minutes. Et effectivement, l'application Respirelax, ça, vous pouvez la noter, la mettre sur votre téléphone. Justement, elle aide à faire des respirations de cohérence cardiaque. Le principe, c'est on a une petite bulle qui monte pendant 6 secondes, une petite bulle qui descend pendant 6 secondes, et de caler sa respiration, ses inspires et ses expires sur le rythme de cette petite bulle. Et ça aide à apaiser. Donc c'est chouette. C'est vrai que c'est une super application toute simple. Mais il faut des moments de soupape pour se préserver en fait, tout simplement. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ça, des moments de soupape pour y retourner ensuite et puis voilà, continuer avec envie enfin, notre mission et ce qu'on a envie de faire pour les élèves, parce que enfin voilà, tout à l'heure je parlais d'élèves qui est au centre quand même du système, des enseignants ou en tout cas des personnels, parce que là on parle des enseignants, mais il n'y a pas que les enseignants, il y a les CPE, les assistants d'éducation, le personnel ATOS, enfin voilà, c'est tout le personnel de l'établissement, un personnel d'établissement un personnel qui œuvre dans l'établissement, qui est bien, qui se sent bien dans l'établissement, c'est forcément un personnel qui va mieux transmettre, ou en tout cas être dans leur meilleure relation avec les élèves. Et là, on est dans un cercle vertueux en fait. Donc, enfin voilà, et tout ça, c'est pour se dire à chaque fois au quotidien, c'est pour mieux faire réussir les élèves, parce que c'est quand même la raison pour laquelle on se réunit tous les jours dans les établissements scolaires. Je vois là un commentaire Voilà, de Sylvie, Romain. ça fait 1h03. Ouais. Mais Romain met quelque chose de très Oui. intéressant, effectivement, de dire de prévoir des échanges informels, des lieux de rencontre qui soient autres qu'une salle de classe ou des choses comme ça. Effectivement, oui, c'est des choses, on y vient. Je pense que c'est culturel, on est en train d'y venir, et y compris dans les établissements scolaires, je pense.
Alors, Guénolé, on te remercie de mettre tous les documents parce que c'est vrai que, bon, je pense qu'on a oublié certaines choses, mais c'est pas grave, c'est aussi les aléas du direct, hein, Sylvie. On était en direct. Donc voilà, en tout cas, on vous remercie beaucoup. Et puis, on vous souhaite d'être heureux dans vos missions respectives et puis de continuer à prendre soin de vous Ouais, pour prendre soin des autres parce que de c'est la penser à base. soi pour éviter le craquage, comme on dit. Merci Sylvie, en tout cas, c'était une belle rencontre pour moi. Je le dis devant tous les, les personnes présentes. C'était vraiment, j'étais très contente d'animer ce webinaire avec toi. Ouais, ben écoute, ravi aussi. C'était ma première là, avec ManageEduc et j'ai trouvé ça super. Et bon, si les propos qu'on a échangés peuvent en aider certains, voire même la majorité, c'est génial.